Deuxièmement, en ce qui concerne le référendum, j'ai donné en introduction la manière dont il est traité, la manière dont le vote des Français a été fait en 2005 demeure, même si on parle d'oublier, un scandale absolu. En d'autres temps, ça se serait appelé une forfaiture, et les responsables de la forfaiture auraient été traduits en justice. Ça a été d'un coup d'État, même du point de vue gaulliste, je veux dire, c'est même je ne demande pas aux gaullistes des démocrates, les démocrates ça se saurait, mais même du point de vue gaulliste, le principe de vote de la Ve République, c'est le principe que la garantie, en tous les cas que De Gaulle avait mis, quand on dit que vous allez devenir un dictateur, elle est évidente, parce que si la confiance du peuple envers le président doit être vérifiée, et s'il perd une élection, il démissionne. Or, ce qui restait de l'honneur gaulliste a disparu depuis bien longtemps, et comme vous l'avez vu, le président a perdu, il n'a pas démissionné, et personne n'a démissionné, ils ont tous perdu, ils sont tous restés en place. Et de ce point de vue, le réflexe démocratique le plus élémentaire, on devrait être révolté contre ça. Parce qu'il s'agit d'une forfaiture, c'est-à-dire qu'on a trahi un serment, tout simplement. Bien. En ce qui concerne les partis, leur rôle dans l'expression du suffrage, eh bien, là aussi, les partis de masse ont été vidés, en quelque sorte, et sont remplacés par des partis qu'on pourrait appeler des partis entreprises. C'est-à-dire des partis qui sont fabriqués par en haut, avec des méthodes issues du management des entreprises. Vous en avez un premier exemple, c'est la manière dont Tony Blair a transformé le vieux Labour anglais, qui est un parti basé sur les syndicats, en une espèce d'entreprise électorale, avec des gens que lui il a imposés, qui sont ses agents électoraux, mais qui sont en fait des chefs de service, et donc il a construit ce qu'on appelle maintenant le New Labour. Et c'est vraiment le contraire d'un parti à l'ancienne, c'est pas du tout un parti militant, pas du tout un parti qui représente des sections comme était le Labour Party, qui avait une forte implantation populaire. C'est un parti construit par en haut, avec des chefs et des sous-chefs qui vérifient si l'agent électoral d'en bas a bien fait son boulot. Ça marche comme dans les entreprises, c'est exactement pareil. Et sur le modèle de Tony Blair, s'est construit un autre parti en Italie, qui est Forza Italia, qui était le parti Berlusconi, qui a été construit rigoureusement sur le même modèle. Et comme la mauvaise monnaie chasse la bonne, eh bien, la mauvaise monnaie politique chasse la bonne, et c'est un modèle qui s'est répandu en Italie, par exemple. Les autres partis adversaires de Berlusconi se sont calés à peu près sur le même schéma. Et donc, ça signifie que ce ne sont plus des partis dans lesquels le citoyen peut exprimer ses sentiments, faire valoir son point de vue, faire valoir ses propres positions politiques. Ce sont des partis qui sont simplement des machines électorales au service d'un leader. Là, en ce moment précis, m'échappe le titre et le nom d'un excellent auteur italien en sciences politiques, a écrit justement ça sur les deux corps du leader, qui en référence au texte Cantoroli sur les deux corps du roi, qui s'intéresse justement à cette transformation radicale de la politique dans toute l'Europe occidentale avec la naissance du parti comme machine électorale au service du leader. Bien. Alors, les grands partis populaires européens, comme vous le savez certainement, ne sont plus que les fantômes du passé. La social-démocratie allemande, qui était modèle dans le genre, a perdu au cours des dernières années 60% de ses adhérents. En Italie, vous avez deux grands partis de masse qui ont assuré et l'équilibre politique de l'Italie, en dépit de ce qu'on en dit, et largement la prospérité de l'Italie de 1945 aux années 75-80, qui était la démocratie chrétienne et le Parti communiste. Ces deux-là ont disparu purement et simplement. À la place, il y a une espèce de fusion entre la démocratie chrétienne et le Parti communiste qui s'appelle le Parti démocrate et qui est une espèce d'ectoplasme à l'avenir très incertain. Je n'aurais pas la cruauté de m'étendre sur la situation française, mais on peut dire qu'en France, les partis politiques, ça n'existe pas. Il existe là aussi des machines électorales, il y a des adhérents qui sont la plupart du temps soit des élus du parti, soit des fonctionnaires des collectivités devenues par le parti, mais autrement, il n'y a pas grand monde qui milite dans des partis. Les anciens partis sont vraiment là aussi le fantôme de ce qu'ils ont été dans notre pays. Et puis, en dernier lieu, ceux qui pouvaient servir de contre-pouvoir, qui étaient les formes traditionnelle d'organisation du mouvement ouvrier, de la protestation populaire, eh bien,
autant elles ont été relativement vivaces dans les années 70-80, autant aujourd'hui elles sont en plein recul, hein, les mouvements sociaux sont, quand ils sont importants, sont entièrement entre les mains des dirigeants syndicaux et il n'y a absolument plus de tentative d'un contre-pouvoir émanant directement de la base, comme on avait pu voir dans les années 70-80, même encore 80. Alors quelle est la cause de ce recul de la démocratie directe? Alors, comme toujours, il faut se méfier des explications à une seule cause, des explications monocausales. Je crois qu'il y a la conjonction de plusieurs facteurs. Il y a d'une part un premier facteur qui est l'action consciente des classes dirigeantes de droite et de gauche, disons-le, en vue de ce qu'ils appellent la démocratie pacifiée. C'est-à-dire une démocratie débarrassée des passions, une démocratie entre gens bien, ce qui suppose qu'on refoule les extrêmes. Alors on pourrait étudier d'ailleurs en détail de ce point de vue comment, excusez l'expression, la baudruche lepéniste a servi à cette opération. Un prétendu danger fasciste, si Le Pen est un fasciste, ça sort. Un fasciste, c'est pas ça du tout. Le Pen, c'est un politicien de la 4e République, il est clown. Point final. La menace fasciste du FN, c'est un épouvantail qui a servi à dire on va faire le bloc de tous les champions politiquement corrects. Et qui a servi à justifier le rapprochement de la droite et de la gauche, et qui a servi de couverture à l'effacement des frontières politiques. Et puis ensuite, vous avez les gens bien au milieu, les modérés responsables, qui veulent des horribles extraits, et après il suffit de renvoyer les extraits des deux côtés, comme on le fait un peu maintenant. Alors pas trop, mais on essaie de faire Le Pen, Mélenchon, le même combat, mais c'est encore la même opération. Et ça, c'est quelque chose de parfaitement conscient, parfaitement calculé, et ça sert de cache-sexe à l'entreprise de refoulement des humeurs populaires. Je parle encore le langage de Machiavel. Deuxième explication, la désorganisation des structures qui permettaient l'action de la partie la plus pauvre de la population, et cette désorganisation, je pense en grande partie aux syndicats ou au Parti communiste, elle est le résultat, elle aussi, du phénomène historique. Il y en a deux. Le premier qui est un peu exogène, qui était l'effondrement de l'Union soviétique, qui servait à tort de référence. Et puis deuxièmement, la bureaucratisation, ce que Roberto Michel s'appelle la loi des reins de la bureaucratie, qui a fait que ces organisations se sont souvent transformées plus ou moins en rouage de la machine politique, et on peut également évoquer les transformations au sein du salariat. Par exemple, on avait un salariat et des ouvriers extrêmement concentrés dans les villes ou aux abords des villes, et on s'aperçoit que les classes populaires actuelles ne sont plus du tout en ville. Elles sont très largement à la campagne. Et la campagne, c'est l'endroit le plus pauvre. Et c'est peut-être l'endroit le plus ouvrier qu'il y a aujourd'hui. Et un tiers de la jeunesse est à la campagne. Mais comme on a l'esprit focalisé sur les villes, on ne fait pas attention. Ils n'existent pas, c'est les invisibles. On s'aperçoit un jour, on se dit « Ah, ils ont voté Le Pen. Oh, c'est notre pauvre. » Bon. Alors, à ces phénomènes objectifs, on pourrait aussi parler de l'atomisation croissante du peuple, et cette atomisation qui s'appelle triomphe de la société civile, Coluche à la place du Parti communiste. Quatrièmement, il y a effectivement aussi des entreprises de desservonnage relayées par les médias. Alors, je ne connais pas leur impact réel. On a souvent des idées fausses sur ces questions-là. Mais en tous les cas, la mise en pièce d'une instruction publique sérieuse, je pense au programme d'histoire, il y a l'horreur des programmes d'histoire, ne facilite pas le développement d'une conscience politique déguisée dans les jeunes générations, la télé-réalité, les jeux vidéo non plus. Et il s'agit pour toutes les classes dirigeantes de trouver des moyens aussi indolores que possible d'occuper les espaces de cerveau disponibles, selon les paroles crues et vraies d'un dirigeant de TF1. Alors, deuxième aspect, c'est donc sur la démocratie directe, diagnostic et pas très réjouissant. Deuxième aspect, prise en compte des intérêts des plus défavorisés. J'avais employé il y a 5 minutes l'expression salaud de pauvre, et
c'est effectivement le cri de guerre des classes dominantes. C'est ce que Christopher Lasch avait appelé il y a déjà une vingtaine d'années la révolte des élites. Les élites ne veulent plus assumer aucune responsabilité pour l'ensemble de la société et veulent se débarrasser du fardeau des pauvres. On ne veut plus payer pour eux. C'est les révoltes fiscales. On a d'ailleurs des études qui sont tout à fait intéressantes. On s'aperçoit que ceux qui payent l'essentiel de la charge fiscale sont les classes pauvres. Si vous êtes dans les ouvriers ou employés, vous payez près de 40% de vos revenus en impôts. En impôts, parce que je constate dans la TVA, etc., etc. Si vous êtes dans les classes moyennes, employés, professeurs, etc., vous montez peut-être à 45%. Et par contre, quand vous avez un certain revenu, là, ça baisse. C'est-à-dire qu'on a un impôt dont la progressivité est négative. Là aussi, ça rappelle l'ancien régime, où seuls les gens très aisés pouvaient être dispensés d'impôts, et on prend l'argent là où il est, dans la poche des pauvres, car ils sont les plus nombreux, selon la formule de Alphonse Allais. Alors, tout ça a été mis en place à partir d'une politique tout à fait consciente, qui s'appuie sur quelques théories cumuleuses. Notamment, on a fait valoir qu'il fallait que les individus soient responsables, et au nom de cette responsabilité qui serait le corollaire d'une certaine liberté, la fameuse liberté du renard dans le poulailler, les individus sont rendus responsables de leur sort. Et donc, on va trouver là-dedans une privatisation croissante du service public, et notamment de la santé et des écoles, qui est une tendance lourde et universelle. La privatisation de l'école, c'est quelque chose qui est dans le collimateur. On a déjà prévu, il y a toutes sortes de fondations, et notamment des inspirateurs du parti au pouvoir, qui proposent purement et simplement de financer exactement centime près l'école privée comme l'école publique. Sachant que par ailleurs, quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage, donc on a décidé de dégrader volontairement, consciemment, méthodiquement les conditions de l'école publique. Vous voyez exactement ce qui se prépare. Alors cette privatisation, même quand elle reste relativement limitée, elle est soumise au discours de la responsabilisation. Par exemple, vous êtes responsable de votre santé. Et donc, puisque vous êtes responsable de votre santé, vous allez payer un forfait par consultation médicale. Et puis on peut augmenter les heures de télé 40, puisque vous êtes responsable d'être malade. Vous n'avez qu'à pas être malade pour vous être malade. C'est cette histoire. Bon. Vous êtes responsable de l'environnement et de l'avenir de la planète. Je passe du discours insupportable à ce sujet. Vous êtes responsable de votre carrière professionnelle. Il faudra donc vous apprendre à vous manager vous-même, à devenir l'entrepreneur de vous-même, et également à savoir vous vendre. Parce que c'est comme dans le commerce. Rien que cette expression, savoir se vendre. Si on réfléchit, c'est incroyable. Bon. Et ainsi de suite, on pourrait reprendre maintenant la longue liste des désastres engendrés par la politique, suivie depuis les années 80, aggravation sans précédent des inégalités, développement de la précarité, une pauvreté galopante dans des pays qui n'ont jamais été aussi riches. En 1945, la France était ruinée. On marchait au ticket de rationnement, et on a décidé la sécurité sociale et la retraite. Aujourd'hui, nous sommes, je ne sais pas combien de fois plus riches, il paraît qu'on peut plus payer ça. Il y aura un problème quelque part, un problème de calcul. Et sans doute nos méthodes de calcul apprises à l'école primaire ne sont peut-être pas celles des technocrates qui nous dirigent. Alors, on peut essayer maintenant de réfléchir au fond, en faisant d'abord les droits absolus de l'individu comme propriétaire. Eh bien, les puissants rejettent toutes les contraintes imposées par l'appartenance à une collectivité politique commune. Ça m'a fait penser donc à un auteur que j'aime bien, qui est un philosophe italien napolitain du XVIIIe, qui s'appelle Giambattista Vico. Il pensait que dans les sociétés anciennes, les sociétés barbares, comme ils appellent, ou les sociétés héroïques, les familles des grands, les gentes mayores, les chefs, les hommes forts, et plus généralement tous les nobles, tenaient les pauvres, la plèbe, pour des étrangers. Ils les tenaient pour des étrangers. C'est-à-dire que l'idée de nation n'existait pas. Les riches considéraient que les plébéiens étaient des étrangers, parce qu'ils ne faisaient pas partie de
cette classe des puissants. Et c'est pour ça qu'on trouve cette similitude en latin dans le mot hostis. Hostis, c'est l'autre, c'est-à-dire celui que j'héberge, et c'est l'ennemi. Voilà. Et les classes possédantes, elles hébergeaient chez elles un autre qui était aussi un ennemi. Vico connaissait bien avant Chevalier l'identification des classes dangereuses et des classes laborieuses. Voilà. Et donc cette espèce de coupure entre les classes possédantes et les classes inférieures considérées comme étrangères en quelque sorte, cette coupure, c'est à ça que met fin l'État-nation. L'État-nation, elle dit aux classes les plus pauvres, vous faites partie de la nation et la nation est aussi votre bien à vous. C'est ça la grande révolution de l'État-nation. Or, la fin de l'État-nation qui est programmée, ou comme le disent les gauchistes comme Tony Negri, ou les anciens gauchistes comme Daniel Cohn-Bendit, cette merde de l'État-nation, je vais faire des guillemets, hein, c'est pas moi, c'est d'eux. Eh bien, la fin de l'État-nation, elle signifie que désormais, les classes pauvres sont à nouveau considérées comme extérieures. Elles sont à nouveau des ennemis. Et on voit ressusciter la figure de la plèbe. Et c'est pour ça que vous trouvez toute une série de gens qui disent qu'au fond, la politique doit s'intéresser maintenant, non pas à cette plèbe qui est extérieure, comme le dit le rapport de la Fondation Terra Nova, les outsiders, mais uniquement à ceux qui sont à l'intérieur, les insiders. Hein, la Fondation Terra Nova est une fondation, vous savez peut-être, qui est proche d'une partie du Parti Socialiste, notamment de feu Dominique Strauss-Kahn. Politique, c'est feu Dominique Strauss-Kahn. Voilà. Et cette fondation dit qu'aujourd'hui, il faut s'occuper d'abord des insiders. Et par exemple, la gauche perd son temps à chercher à remettre les classes populaires qui sont ingagnables. De toute façon, c'est à eux pour qu'est-ce que vous voulez en faire. Hein, voilà. Troisième aspect, hein, qu'est-ce qui reste du libéralisme et de la démocratie représentative de l'État de droit? Eh bien, là aussi, je crois que les évolutions en cours sont tout sauf des évolutions démocratiques. La démocratie, alors certes la démocratie parlementaire n'a jamais été parfaite, elle n'a jamais été purement parlementaire, hein, elle a toujours été une combinaison d'éléments plus ou moins hétéroclites, hein, d'éléments monarchiques. Il y a toujours eu la tentation dans les démocraties de redonner du pouvoir à un chef qui va au-delà de ce qu'est l'exécutif, et notamment le développement de régimes, aujourd'hui des régimes présidentiels ou semi-présidentiels, où on peut assimiler le président à un monarque, hein, notre président est un monarque élu. Pour un grec ancien, vous présenteriez Sarkozy à Aristote, et vous direz c'est un monarque, et vous avez un gouvernement monarchique. Vous ne direz pas vous avez un gouvernement démocratique, parce que pour lui c'est pas un gouvernement démocratique. Bon, donc ça a toujours plus ou moins existé, hein. Néanmoins, ce qui se passe dans tous ces régimes, c'est que s'impose de plus en plus ce principe de la primauté de l'exécutif. Et ça, c'est quelque chose que vous voyez dans tous les États, même en Grande-Bretagne, terre d'élection de la démocratie parlementaire, la Chambre des communes est aujourd'hui de plus en plus soumise au pouvoir du Premier ministre. Et l'indépendance des députés, qui faisait la fierté du parlementarisme britannique, commence à n'être plus qu'un souvenir. En réalité, là aussi, on a une concentration du pouvoir dans les mains du Premier ministre. Et cette tendance, elle est générale dans tous les pays démocratiques, où on cherche de plus en plus à réduire les droits du Parlement, réduire les droits de la représentation nationale, et concentrer dans les mains du chef. Hein. C'est le triomphe un peu partout du Führerprinzip, comme on dit en allemand. Le principe du Führer, du chef, pardon. Et c'est quelque chose qu'on a trouvé en Italie, par exemple. L'Italie marchait bien quand ils avaient un gouvernement qui changeait tous les 3 mois. Depuis qu'ils ont installé la stabilité gouvernementale avec un chef, qu'ils appellent plus président du Conseil, mais Premier ministre, l'Italie ne va pas très bien économiquement ni socialement, mais ils ont cette stabilité. Et on peut aujourd'hui en Italie, on l'a vu récemment, se passer du Parlement. Nous avons suivi la même évolution. Nous avons un système qui est aujourd'hui absolument sans contrepoids. Alors dans cette évolution,
la Ve République a toujours été un régime un peu bâtard. Il y a eu un projet qui était que dans la Ve République, tout découle du chef de l'État. Voir le discours de Bayeux de Gaulle en 1946. Toute l'autorité découle du chef et de l'homme de la nation. Néanmoins, et en particulier, semble-t-il, sous l'influence de Michel Debré, on avait gardé quelques éléments de parlementarisme. Le gouvernement conduit et dirige la politique de la nation, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, en vertu de l'article 49, donc le célèbre alinéa 3. Bref, donc il y a des éléments de parlementarisme. Et pendant très longtemps, beaucoup de gens disaient mais c'est de la blague, c'est de la surface, et puis on l'a vu au moment où il y a eu l'alternance, et où un président se retrouve face à une assemblée qui est opposée à son bord. Et là, on se retrouve dans un régime qui est presque un régime parlementaire. Président, Mitterrand dans une période de cohabitation, c'était un peu la reine d'Angleterre, hein, et Chirac avec Jospin, c'était pareil. Et au fond, c'est un bon régime pour la cohabitation, etc. Moi j'aime bien passer à la cohabitation, au fond, c'est le seul moment où c'est supportable, ce régime. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait deux choses extrêmement graves qui nous mettent dans la situation actuelle. Un, le mandat présidentiel a été réglé à 5 ans, de façon à ce qu'il coïncide avec le mandat parlementaire. Et deux, alors ça c'est Chirac. Et deux, Jospin a dit mais il faut inverser le calendrier électoral, il faut que, puisque là on allait se retrouver avec une élection de l'Assemblée avant le président, on ne sait jamais ce que peuvent faire les Français, donc on va mettre l'élection du président et dans la foulée l'élection de l'Assemblée. Résultat, le calcul visé, c'est qu'on est pour 5 ans un président avec une Assemblée à sa vote. Et qu'il n'arrive plus jamais cette horrible cohabitation, c'est-à-dire que le Parlement puisse dire on n'est pas d'accord avec l'exécutif. Or, si vous lisez toute la littérature des fondateurs, je ne demande pas des républicains purs et durs, du libéralisme, si vous lisez John Locke par exemple, si vous lisez Montesquieu, tous vous disent qu'il n'y a pas de liberté possible si ça n'est pas le pouvoir législatif qui est premier et qui peut faire toutes les remontrances qu'il veut au pouvoir exécutif. C'est le fondement de la liberté libérale, je ne demande pas autre chose, moi, c'est la liberté libérale. Et ce fondement-là, il est brisé, là encore, de fait. De fait. Et je crois que ça, c'est extrêmement grave, et ça signifie que nos démocraties sont en train de devenir des formes de gouvernement bonapartistes, où on aurait dit, c'était du césarisme au XIXe siècle, hein, ces derniers gouvernements où un seul homme l'emporte sur tout, et où le principe de la démocratie parlementaire disparaît. Alors, derrière tout ça, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, c'est l'existence d'une nouvelle classe, qui est le fondement de ces transformations politiques, qui est l'apparition de ce qu'un éminent spécialiste de sciences politiques anglais qui s'appelle Leslie Sklair, qui est l'ancien directeur de l'Institut européen de Florence, qui a été directeur assez longtemps de la London School of Business and Economics, donc c'est pas un gauchiste enragé, Leslie Sklair. Mais c'est un intellectuel britannique de grande classe, comme voilà, c'est pas un professeur de Sciences Po. Leslie Sklair a montré dans un livre assez passionnant l'émergence de ce qu'il appelle une classe capitaliste transnationale, qui est une nouvelle classe dominante, une classe hors sol, qui a commencé à tisser toute une série de réseaux internationaux et qui peut, elle, complètement se dégager de toutes les contraintes de la vie nationale. Et cette classe capitaliste transnationale, elle a des moyens extrêmement puissants. Leslie Sklair, par exemple, donne quelque chose d'assez ahurissant. Il montre comment une partie des thèses du développement durable et d'autres mots à la mode dans les cabinets ministériels sont au départ le produit de groupes de grands industriels aux États-Unis qui ont cherché à occuper le terrain de l'écologie qui semblait leur échapper. Donc ils ont mis en place des groupes, ils ont diffusé des idées, ils ont fait élaborer des tas de rapports, etc. Alors dans ces groupes, il y avait des grands écologistes responsables comme Union Carbide, par exemple. Voilà. Donc, cette nouvelle classe capitaliste transnationale, donc d'un côté une évolution bonapartiste des régimes démocratiques et de l'autre côté une oligarchie de plus en plus puissante qui
prend directement la main dans les institutions, la gouvernance, comme on dit, internationale, FMI, institutions